À une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, cet avion survole l'un des plus prestigieux territoires viticoles de la Gironde, le Saint-Émilionnais. À bord, le géographe Raphaël Schirmer. Il mène des recherches sur la vigne et le vin et il doit aujourd'hui survoler quelques-unes des grandes appellations du département. Son vol débute au-dessus de Saint-Émilion. Édifié dans le creux d'une petite vallée calcaire, une combe, ce village médiéval a donné son nom à un vignoble d'exception. On est à l'aplomb de Saint-Émilion, dans une région qui a réussi à se hisser à un niveau mondial. C'est un vignoble qui demande un travail très exigeant. Et on commence à percevoir des châteaux, il y en a un juste en dessous de nous, très imposant. Sur les côtés, les chais, les cuviers, donc cuviers qui permettent la vinification et chais l'élevage des vins. Et très rapidement, on passe à des toutes petites propriétés, donc avec autour d'eux de la vigne. Il y a une densité de vigne qui est assez extraordinaire. Quasiment un cinquième du département qui est couvert en vignes. C'est un des premiers départements, si ce n'est le premier département viticole. Ça me fait penser pratiquement à une sorte de jardin cultivé depuis des siècles, dont la vocation est de produire des vins de qualité. L'avion passe à proximité du château de Pressac. Installé au sommet du coteau, le domaine surplombe le territoire. Et ce qui fait vraiment la particularité du Bordelais, ce sont les châteaux, très imposants, et qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens, lorsqu'ils achètent un vin de Bordeaux, recherchent un vin de château. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. En Bourgogne, on recherche un petit propriétaire, par exemple. Dans d'autres régions, on cherchera le vin d'une marque, comme en Champagne ou dans le Cognac. Ici, c'est vraiment le château qui domine. Le vignoble bordelais prend son essor au XIIe siècle, notamment grâce au commerce avec l'Angleterre, qui contrôle alors l'Aquitaine. Un développement spectaculaire auquel le territoire n'était pas forcément destiné. C'est pas un territoire qui est favorable à la vigne d'un point de vue géographique autant qu'on pourrait le penser. C'est parce qu'on a un climat qui est atlantique, relativement humide à certaines périodes clés pour la végétation, notamment au printemps. C'est quelque chose qui a été construit, c'est un travail très impressionnant qui est réalisé par les viticulteurs, qui repose sur des techniques très savantes, notamment d'évacuation des eaux, de taille de la vigne, et qui permet que les producteurs fassent de la qualité. L'avion se dirige à présent vers la Dordogne. Le fleuve marque la limite de l'appellation Saint-Émilion. Dans cette partie de la Gironde, il dessine de nombreux méandres jusqu'au bord desquels s'étend la vigne. Finalement, le vignoble est assez concentré, il est relativement proche du fleuve, notamment pour des raisons anciennes d'évacuation des productions agricoles par la voie d'eau. À l'ouest de Saint-Émilion, la ville de Libourne s'est développée grâce au rôle commercial de la Dordogne. Dès la fin du Moyen Âge, la cité est un port majeur par où transitent les marchandises. Pendant des siècles, tous les vins de la région ont été acheminés par la Dordogne et la Garonne jusqu'à Bordeaux. De là, ils étaient chargés sur des bateaux et repartaient par l'estuaire de la Gironde en direction de l'Atlantique et de l'Europe du Nord. Le vol se poursuit en direction de Bordeaux. Installée sur les rives de la Garonne, la ville jouit d'une situation privilégiée qui a fait sa fortune.
La Garonne a joué un rôle très important en termes de commerce. Et donc dès le XIIe siècle, en fait, Bordeaux va contrôler le fleuve. Elle a aussi empêché quasiment que se développe un port entre elle et l'océan. Donc elle a réussi à contrôler véritablement toute sa région. C'est ici, sur les quais du port de la Lune, que les bateaux accostaient. Le quartier des Chartrons, qui se développe à partir du XVIIe siècle, témoigne de ce riche passé commercial. La particularité des Chartrons, c'est que c'est un quartier qui était complètement dévolu au vin. Ce sont une longue succession d'entrepôts complètement perpendiculaires au fleuve qui permettaient aux négociants de Bordeaux de stocker les vins, de les élever avant de les vendre à l'étranger. Toutes les petites ruelles qui sont adjacentes, toutes parallèles les unes aux autres, eh bien, permettaient d'amener les tonneaux vers les bateaux qui venaient les charger à ce moment-là sur les quais. Le joyau du port de la Lune, c'est la place de la Bourse. Elle a été aménagée au XVIIIe siècle pour donner à Bordeaux l'image d'une ville ouverte sur le monde. C'est la ville de Bordeaux qui a permis les échanges avec l'extérieur. D'autres vignobles n'ont pas connu un succès similaire parce qu'il leur manquait une ville comme Bordeaux. L'avion poursuit sa route en direction du Médoc. Situé au nord de Bordeaux, c'est un vaste territoire bordé par l'océan Atlantique à l'ouest et l'estuaire de la Gironde à l'est. Aux portes de l'agglomération bordelaise, Raphaël survole un paysage de marais. Ces zones humides recouvraient autrefois une grande partie de la région. Elles ont été asséchées au XVIIe siècle par des ingénieurs hollandais, favorisant le développement du vignoble médocain. Alors on a un paysage qui est très structuré. Quand on part de l'eau, on y voit quelques boisements ou quelques productions agricoles, céréaliculture ou élevage. Et puis dès qu'on va prendre un tout petit peu d'altitude, et quand je dis de l'altitude, c'est vraiment 5 mètres, 10 mètres à peine, on arrive sur des croupes de graves, ces petits reliefs sur lesquels on trouve de la vigne, qui sont ces restes de terrasses qui ont été déposés petit à petit par la Garonne et maintenant par l'estuaire de la Gironde. Donc ça donne l'impression d'un bombement qui est recherché pour la viticulture de qualité. Ces terres favorables à la vigne sont limitées à l'ouest par la forêt des Landes girondines et à l'est par les rives de l'estuaire. La bande de vigne est assez étroite, on doit faire à peu près une dizaine de kilomètres, voire davantage vers l'intérieur. Et en revanche, très très longue. On a vraiment un développement qui se fait du sud en direction du nord, ce qui a facilité la mise en place d'une route, dite route des châteaux, qui permet de passer de village en village et de château en château. Cette route des châteaux, Alain Besky l'emprunte régulièrement pour réaliser l'inventaire du patrimoine médocain. Nous sommes sur la départementale 2, qui est un petit peu la route enchantée, puisqu'elle elle traverse les principales appellations du Haut-Médoc, les appellations extrêmement prestigieuses, avec des reliefs, comme vous pouvez le constater, qui sont très peu marqués. Une route qui sillonne, qui serpente entre les vignes. Ici, c'est les vignes qui commandent et pas la route. Le Médoc, c'est 16 000 hectares de vignes. Une mosaïque qui s'étire jusqu'aux abords des villages. On se rend compte que la vigne
Elle est au plus près des habitations, au plus près du bourg. On a même des parcelles de vignes qui sont dans l'agglomération, donc quelques rangs de vignes, pour ne pas perdre de la surface de culture. Tout au long de la route défile une multitude de châteaux viticoles. Ils se sont développés en grande partie grâce aux investissements des parlementaires et des notables bordelais au XVIIe siècle. Les parlementaires ont trouvé finalement dans le Médoc un nouvel Eldorado. Et donc ils ont commencé à faire l'acquisition de propriétés qui étaient d'abord plutôt fragmentées et progressivement, ils ont réussi à constituer des propriétés d'un seul tenant. Et c'est comme ça que d'exploitation viticole, on en est venu à des véritables châteaux viticoles dans cette région du Médoc. Parmi eux, Château Giscourt. À l'origine, c'est un donjon défensif. Il est transformé en exploitation viticole au XVIe siècle et devient peu à peu un domaine prospère. Le modèle type des châteaux médocains. Là, nous sommes sur la cour d'honneur du château Giscourt. Et là, nous avons les trois grands éléments qui constituent le château viticole, avec la partie résidentielle, qui est cette grande demeure qui a été construite dans les années 1825. Et puis, les deux ailes de dépendance, à savoir les écuries de monte, et puis surtout les bâtiments de vinification sur la droite, à savoir le cuvier et les chais à barriques. Dans le Bordelais, le château désigne l'ensemble du domaine viticole. La maison de maître, une demeure cossue, fonctionnelle, n'est bien souvent qu'une image de façade. C'est une construction qui est assez étroite. On avait besoin ici d'avoir une vitrine, hein. Donc on a une façade qui est développée en largeur, qui se déploie en largeur, qui a été rhabillée, réaménagée. On a mis des ornements, des colonnes, mais on n'a pas besoin d'avoir un château très développé parce que ce n'est pas un château dans lequel on vit toute l'année. Alain Besky s'est intéressé aux différentes formes architecturales des châteaux médocains. Le château d'inspiration Renaissance, comme ici, au château Clément Pichon. Un peu plus loin sur la route, le château Cantenac-Brown de style Tudor. Ou encore le château médiéval, comme le château de Lamarque, reconverti en domaine viticole. Mais l'une des plus étonnantes réalisations du Médoc, la voici. Le château Cos d'Estournel, avec son arc monumental. Cet arc est tout à fait important à Cos d'Estournel parce qu'il est placé à l'interface entre les vignes qui sont derrière moi, là où est produite la principale richesse du domaine, et puis la cour principale du château. Et donc le raisin qui était ramassé, vendangé derrière moi, passait sous cet arc de triomphe pour être ensuite vinifié dans le chai. À l'origine de cette réalisation orientaliste, il y a la fantaisie d'un homme, Louis-Gaspard d'Estournel. Il commande la construction de pagodes exotiques pour orner le chai au XIXe siècle. À l'époque, il exporte sa production jusque dans les Indes et il souhaite inscrire dans la pierre ce lien commercial. Une formidable opération de communication qui lui vaudra le surnom de Maharaja du Cos. C'est l'un des tout premiers à comprendre l'importance de la vitrine du domaine. Il ne suffisait pas de produire des vins et des grands vins, mais en plus de ça, il fallait pouvoir donner un supplément d'âme, un supplément d'image à ces vins. Et ce supplément d'image, il est devant vous, c'est cette façade orientaliste de Cos d'Estournel.
qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ces grands châteaux, tous les châteaux les plus prestigieux, on a des choses beaucoup plus modestes, puisqu'on peut aussi appeler château une petite exploitation agricole. Le château, c'est avant tout la marque, c'est avant tout la vigne. Au bout de cette allée, Alain Besky arrive dans l'un des châteaux médocains les plus connus au monde. Château Margaux. Château Margaux, c'est le Versailles du Médoc. Un chef-d'œuvre imaginé au début du XIXe siècle par l'architecte bordelais Louis Combes. Pour cette réalisation, il s'est inspiré des prestigieuses villas de la République de Venise. C'est une architecture très séduisante parce que c'est une architecture très bien dessinée, très bien proportionnée. Les architectes de la fin du XVIIIe siècle réalisaient des architectures de papier, dessinaient beaucoup leurs projets. Et cette façade est l'expression même de ce qui se fait de mieux en Médoc, en Bordelais, au début du XIXe siècle. Ici, c'est bien l'image de marque du vin qui est présentée dans cette façade. Moi j'aime la forêt, Moi j'aime la forêt, parce qu'il y a des sangliers. parce qu'il y a des sangliers. Dans le vignoble de Château Margaux, une centaine de personnes travaillent toute l'année. C'est ici que Céline Ayala a appris le métier. Je vois que vous êtes en forme. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Hein? Ouais. Elle est aujourd'hui chef d'équipe et veille aux soins apportés à cette parcelle, l'une des plus prestigieuses du domaine. C'est une parcelle qu'on ramasse pour confectionner le grand vin. Donc le château Margaux. C'est en plus la plus grande du vignoble. Elle fait un peu plus de 3 hectares, donc elle fait 33 000 pieds en fait. Donc vous imaginez, c'est planté à 1 mètre, donc elle fait 33 000 mètres carrés. Elle s'éloigne pratiquement jusqu'au bois qui se trouve derrière nous. Ça fait partie des meilleurs vins, des meilleures vignes en fait. Donc la particularité de cette vigne, c'est qu'elle pousse sur les graves en fait. Les graves, c'est ce mélange de terre et de cailloux. Ça a ce pouvoir drainant qui fait que l'eau se draine doucement. Donc les pieds de vigne se servent, prennent ce qu'il y a à prendre, et hop, l'eau s'évacue, elle stagne pas, et c'est tout ce qu'il faut pour nos pieds de vigne. C'est l'idéal. Nous sommes au mois de juin. Céline et son équipe travaillent à une opération d'échardage. Là, ça suffit. Ouais, ouais. Et puis en plus, il n'y a pas d'entrecœur, là, ils sont tout petits. Je suis en train d'enlever tout ce qui est entrecœur. Vous voyez, c'est les branches secondaires qui poussent sur les branches à fruits, en fait. Et on les enlève en laissant, bien sûr, la feuille mère qui reste une protection. On enlève ça pour aérer le raisin, en fait, afin qu'il mûrisse bien, beaucoup mieux. Et on fait ça côté soleil levant. Surtout pas soleil couchant pour pas griller tout ce qui est baie. Voilà, soleil couchant, les ardeurs du soleil sont pas très bonnes pour le raisin. C'est une attention de tous les jours. Il faut tous les jours s'occuper des pieds de vigne, de la taille jusqu'à la récolte. On s'en occupe sans arrêt. Il faut apprendre à vendanger et bien soigner son travail. La 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 la. La 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 la. Voilà. Sur la parcelle de l'église, les équipes de Château Margaux ont réintroduit le labour à cheval. Les pieds de vigne y sont plus anciens et cette technique traditionnelle permet de mieux les conserver. Il faut travailler dans le calme avec les bêtes et faire vraiment attention, avoir les yeux grands ouverts. On travaille dans un des plus grands châteaux du monde, alors il faut travailler avec beaucoup de précision. Ah, oh. Arrête un peu là. Avec des animaux qui soient habitués, beaucoup de techniques. On fait beaucoup moins de dégâts qu'avec les engins mécaniques, donc on abîme moins, on casse moins de pieds, on conserve le peuplement, on conserve la densité de population. Voilà. Ouais.
Au cœur du domaine, un lieu mythique. C'est dans ce cuvier bois que naissent les grands vins de Château Margaux. Non loin de là, le Saint des Saints, le chai de vieillissement. Nous sommes dans un des endroits les plus emblématiques de Château Margaux. C'est un chai qui a été construit à l'époque pour être le chai à barriques. On y mettait, et on y met toujours, 1000 barriques au sol, puisque les barriques n'ont pas changé ni de forme, ni de taille, ni d'aspect. Nous nous trouvons en fait devant à peu près le même spectacle, je dirais, qu'auraient eu nos prédécesseurs il y a 200 ans. Les gens qui pénètrent dans ce chai, en général, baissent la voix, mais effectivement, cela témoigne de l'atmosphère particulière, oui, presque un peu religieuse qui règne ici. Nous quittons Château Margaux et le Médoc pour franchir l'estuaire de la Gironde. Long de 75 km, c'est le plus vaste estuaire d'Europe. Ces îles se transforment au gré des courants et des marées. L'une des plus anciennes, l'île de Patiras, servait de quarantaine pour les bateaux qui souhaitaient accoster dans les ports de l'estuaire. Un peu plus loin, l'île Patay. Elle a été consolidée au XVIIe siècle à l'initiative de Vauban pour en limiter l'érosion. C'est ici qu'a été érigé le fort Patay. Il fait face à la citadelle de Blaye, la clé de voûte du système défensif imaginé par Vauban pour protéger le port de Bordeaux. Au sud de Blaye se dessine un territoire méconnu qui abrite de véritables trésors. À commencer par ses nombreux esteilles, des cours d'eau soumis à l'influence des marées. Ici, on vit au rythme de la pêche et de la navigation. Nous arrivons au port de Roque-de-Thau, sur la commune de Goriac. Entouré de petites cabanes de pêche montées sur pilotis, les carlets, c'est l'un des derniers ports traditionnels de la région. Ce matin, les habitants de la commune se sont mobilisés pour une journée d'entretien et de restauration. Ça descend, hein? Donc 10 coups, 30 cm. Il y a quelques années encore, le port était menacé d'abandon. Alors en 2012, des passionnés ont créé une association pour lui redonner vie. Ça va les garçons? Françoise Fourgousse est membre depuis la première heure. On est bloqué par un boulon. Le boulon est grippé? Le boulon est rouillé, alors on ne peut pas dévisser. Il tourne. On est en train de réaliser la réhabilitation du carrelet avec son portail d'accès et on va un petit peu rénover la plateforme qui est en train de tomber un petit peu en désuétude. Au départ, il n'était qu'une poignée à porter le projet. Aujourd'hui, l'association compte une centaine de membres. C'est des espaces extrêmement charmants, remplis de poésie, qu'on essaie d'entretenir
à travers nos actions de nettoyage et aider les propriétaires vieillissants à pouvoir maintenir ces espaces qui font partie de notre culture, en fait, sur le port. La particularité de ce port, c'est qu'il se vide à marée basse. Pour les bénévoles de l'association, c'est le début du gros œuvre. Là, on est en train de creuser une conche. Donc la conche, c'est le trou qui reçoit le bateau dans le port. Tous les 2 ans, il faut y revenir, quoi. La vase se réaccumule et en particulier s'il n'y a pas les bateaux. Le bateau fait un effet piston, il a tendance à rechasser la vase. Dès que le bateau il est plus stocké dans sa conche, la conche se remplit assez rapidement. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, d'aménagement, les mairies investissent dans des ports beaucoup plus adaptés avec tout le confort. Nous, on a voulu garder cet esprit traditionnel. On est un des derniers au niveau de la région à porter ce titre noble de port d'estuairien. Le port de Roque-de-Thau est désormais une porte d'entrée privilégiée pour partir à la découverte des paysages de l'estuaire. Jean-Luc Audureau a rejoint l'association pour profiter pleinement de sa passion pour la navigation. Il a fait l'acquisition du Niol, un bateau traditionnel qu'il a entièrement restauré. Je navigue souvent sur l'eau, là où on fait souvent le tour des îles. C'est un bateau qui me plaît, c'est un bateau qui est de la Gironde et j'aime bien. On passe partout avec, c'est un bateau superbe. À cet endroit, les rives de l'estuaire sont dominées par une longue corniche. Entre le 15e et le 19e siècle, on y exploitait des carrières de pierre destinées à la construction de Bordeaux. C'est le village de Marmisson, essentiellement des maisons de pêcheurs. Et sur la hauteur, on arrivait à des maisons de carriers avec cet effet très particulier de 3 niveaux de vie. Sur un peu moins de 4 km, défile une succession de petits hameaux. Abrités par la falaise, ils jouissent d'un panorama exceptionnel sur l'estuaire. Là, on a une vue assez étendue sur l'estuaire avec le mélange des eaux de la Garonne et de la Dordogne, l'influence des courants, les couleurs, cet horizon extraordinaire sur le Médoc. Et puis en bas, on a la vie du bord de l'eau qui donne directement sur l'estuaire. Au pied de la falaise se cache un havre de paix. On y accède par cette route au charme pittoresque, un petit air de promenade des Anglais. Là, on est dans le quartier du Petit-Nice. Ici, traditionnellement, vivaient les pêcheurs. Ils avaient leur petite maison au pied de la colline, avec ces petits jardins privatifs, ces jardins au bord de l'eau qui leur permettaient de partir à la pêche dès qu'ils le souhaitaient. Plus loin, on trouve les maisons des capitaines de navires, reconnaissables à leurs ancres de marine. Ils venaient ici parce qu'ils arrivaient de l'Atlantique par Royan, par la naissance de l'estuaire, et remontaient les denrées sur Bordeaux. Et en passant par ce lieu très privilégié, avec cette falaise, cette petite parcelle de terre leur a plu. Et donc, ils ont élu domicile ici pour y prendre leur retraite. De l'autre côté de la route, chaque maison dispose de son propre jardin, donnant directement sur l'estuaire. Une situation unique qui explique pourquoi cet habitat populaire est aujourd'hui très prisé.
cette parcelle d'estuaire, cette partie d'estuaire, ce petit espace-là t'appartient pour toi tout seul. On a un vrai sentiment de liberté. Ça, c'est énorme. À 80 km au sud, le jour se lève sur le vignoble du Sauternais. Chaque année, lorsqu'arrive la fin de l'été, la région se couvre de brumes matinales. Elles apportent une fine couche de rosée qu'elles déposent sur les vignes. C'est ce qui donne naissance aux plus étonnantes vendanges du Bordelais. Installé sur la rive gauche de la Garonne, le vignoble du Sauternais comprend 2 appellations, Sauterne et Barsac, réputés pour leurs vins blancs liquoreux d'exception. Les vendanges viennent de débuter à Château-Climens, un grand cru classé de l'appellation Barsac. Tournez bien les grappes, hein, quand il y a du confit derrière, vous la ramassez. Ouais, c'est bon, c'est confit. Dans le Sauternais, les vendanges ne ressemblent à aucune autre. Là, on n'a que de la jolie vendange qui est bien, avec une belle pourriture noble. C'est du raisin qu'on appelle confit. Il est vraiment très concentré. J'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent trouver ça un peu dégoûtant, mais pour nous, c'est absolument magnifique. La pourriture noble, c'est le nom donné à un champignon microscopique, le Botrytis cinerea. Il se développe sur les grains de raisin sous l'action combinée des brumes matinales et du soleil. Botrytis cinerea, ça vient du latin cinerea, les cendres. Vous voyez là, c'est comme couvert de cendres. On voit le champignon qui se développe petit à petit et le raisin qui va se concentrer jusqu'à devenir un petit peu comme un raisin de Corinthe, mais couvert de cette espèce de pellicule cendreuse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le confit, et ce qui est vraiment la quintessence de la pourriture noble. Pendant toute la saison des vendanges, il faut parcourir plusieurs fois les mêmes rangs de vignes, à la recherche de grappes suffisamment attaquées par le botrytis. Vérifie bien, là il y a une petite graine louche. Donc tu vois, c'est de la précision au grain près. Hein. Là, tu recoupes. La règle d'or, c'est que le raisin doit être bien détaché. Dès qu'il est collé, c'est louche et là, il va falloir enlever cette partie-là. Donc, tu vas couper d'abord les parties qui se détachent bien, qui sont bien confits et qui sont jolies. Mais là, à l'intérieur, j'ai un peu de moisissure qu'on voit par le fait que c'est collé. Et donc, je vais devoir m'en débarrasser. Je prends tout ce qui est bien détaché, y compris les tout petits grains là qui sont jolis. Et après, je suis obligée en fait de me débarrasser de cette partie-là qui est toute collée et moisie. Moi, je considère que les vendangeurs ici sont de véritables artisans. Il est joli, non ? C'est bien plus que cueillir du raisin, c'est extrêmement complexe. Et souvent, on coupe des petits bouts en laissant la grappe sur le pied. Parfois, il faut soulever un morceau pour aller couper au milieu sans blesser le reste. Il faut avoir une bonne vue. Et puis, souvent, un bon nez aussi, parce que quand on a de la pourriture aigre, il faut pouvoir la sentir très, très vite. Parce que si on la met dans le panier, après, ça abîme tout le reste. Enfin, non, c'est très complexe. C'est vraiment... je dirais que c'est de la haute couture de la vendange. Si les gestes de ces vendangeurs sont aussi précis, c'est pour récolter un véritable nectar. Dans un raisin issu de vendanges de pourriture noble, il y a des centaines de fois plus de potentiel aromatique qui vont se développer pendant la fermentation. C'est un phénomène absolument fascinant et qui explique que eh bien, même si c'est assez compliqué à vendanger, on va continuer parce qu'on ne peut pas le remplacer par une concentration, je dirais, technique. Une cinquantaine de personnes participent chaque année aux vendanges de Château-Climens.
Après la récolte vient l'étape indispensable du tri. Donc là, on vérifie qu'il n'y ait pas de moisie, qu'il n'y ait pas de pourriture aigre, parce qu'il faut vraiment éviter que ça contamine le reste. Dans l'ensemble, c'est super beau, mais c'est sûr qu'il y a une grappe de aigre, et là, on est mal. C'est suivi au grain près, c'est très, très, très précis. Il n'y a pas un grain qui va arriver au chai sans avoir été contrôlé. Ça, c'est très important. Si on veut garantir une pureté parfaite au niveau du vin, il faut que la pureté elle soit là au niveau du raisin. Alors, c'est à la fois pourri et pur, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la pureté du botrytis, la pourriture noble. Voilà, c'est le secret. En moyenne, les vendanges du Sauternais apportent un verre de vin par pied de vigne, contre une bouteille pour des vendanges habituelles. Une production rare et précieuse qui dépend en grande partie du microclimat si particulier de la région. Et l'un des principaux acteurs de ce microclimat, c'est une rivière dissimulée au cœur de la forêt. Un cours d'eau réputé pour sa fraîcheur, le Ciron. Afin de préserver son écosystème fragile, Alexandra Quenu et Max Lapry veillent constamment à son entretien. Ah, ici, c'est joli, là. Ouais, t'en as encore un là. Ça passe. Ici, là. Là, il n'y a que des gros ici, dans ce coin. Ouais. Ce matin, il s'intéresse à une forêt de hêtres rarissime. Ah, celui-là, là. Cette hêtraie est l'un des joyaux du Ciron. De récentes recherches scientifiques ont permis de dater son origine à plus de 40 000 ans. C'est une forêt qu'on appelle relictuelle, parce qu'il reste ces hêtres là depuis l'époque périglaciaire. Ce hêtre, il s'est adapté aux conditions climatiques qui ont changé. Et du coup, on a une génétique qui est vraiment particulière sur ce hêtre-là. C'est grâce aussi à la fraîcheur du Ciron, avec l'humidité constante, qui fait qu'il est resté ici. Du coup, on a un hêtre qui est capable de s'adapter, de se retrouver les pieds dans l'eau, et puis après de se retrouver en plein soleil, à côté des pins, sans aucune difficulté. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est unique au monde, oui. Vous en êtes fiers? Oui, très. On en est très fiers. J'avais des images en tête d'un espèce de milieu utopique, de cette espèce de nature luxuriante, généreuse, avec des lumières, de folie. Et en fait, je suis arrivée ici et je me dis, mais en fait, ça existe en vrai. Oui, ça existe en vrai. Et ici, c'est incroyable, quoi. Moi, je pensais pas qu'en France, on avait encore des paysages comme ceux-là, quoi. Il y a des moments où on se croirait en Amazonie, quoi. Une espèce d'oasis de biodiversité, c'est fabuleux, quoi. Né dans le département des Landes, le Ciron traverse le Sauternais avant de se jeter dans la Garonne. Tout au long de son cheminement, son débit augmente sous les apports de nombreux affluents. Il est abrité par une vaste couverture végétale qui joue un rôle déterminant dans la régulation du climat de la région. Là, on a vraiment cet aspect de voûte végétale à son apogée. Donc c'est ça aussi qui maintient un taux de fraîcheur qui est caractéristique, en fait. Ça crée un microclimat qui, lorsque la végétation va s'ouvrir dans la plaine alluviale vers la Garonne, va créer en fait un contraste avec l'atmosphère. Et c'est là où on va avoir ces brouillards caractéristiques en fait, de la vallée du Ciron. Sur une partie de son cours, la rivière creuse de profondes gorges dans le plateau calcaire. C'est également ce qui lui permet de conserver sa fraîcheur. Là, voilà, on peut observer une multitude de gouttelettes qui arrivent à travers le calcaire. C'est de l'eau de pluie qui est tombée sur le bassin versant, qui est filtrée dans les sables et qui arrive par capillarité, qui transperce la couche
de calcaire sur le bord du Ciron. Elle arrive quasiment du cœur de la terre, donc elle est tempérée, elle ne se réchauffe pas. Et ça nous permet aussi voilà, de maintenir tout ce feuillu. Si on avait des augmentations de température, on aurait un chamboulement au niveau du fonctionnement du cours d'eau qui serait fatal pour toutes ces espèces-là. Plus en aval, la forêt s'ouvre sur un autre trésor du Ciron. Alors on parlait du Ciron pour sa grande richesse biologique. C'est pour ça qu'on l'aime, mais c'est pas que pour ça. Parce qu'à côté de ça, on a le château de Cazeneuve, le joyau de la Reine Margot, qui devient un peu notre joyau à nous aussi. Le Ciron, c'est cette alliance entre le patrimoine historique et puis le patrimoine naturel. C'est sa grande force aussi, c'est d'avoir tout ça en un, à notre portée. On ne peut pas l'avoir plus à portée. Depuis le XIe siècle, le château de Cazeneuve est la résidence privilégiée des ducs d'Albret. Le plus célèbre membre de la famille d'Albret n'est autre que le roi Henri IV, qui séjournait ici avec son épouse, la reine Margot. Aujourd'hui encore, les descendants de la famille d'Albret veillent sur cette imposante résidence royale. Cette chambre est en restauration depuis plusieurs mois et le propriétaire du château, Louis de Sabran-Pontevès, s'apprête à l'ouvrir enfin aux visiteurs. Ce matin, ce sont les derniers préparatifs, avec la pose de ces rideaux, réalisés spécialement pour le château par un artisan tapissier. Et voilà. C'est un moment magique, hein, après 3 ans vraiment passés sur les papiers peints, sur les rideaux, sur la décoration, pour qu'elle soit effectivement comme elle était dans son jus au début du XXe. Voilà. Ouais. Et celui de droite, Michel, peut-être un peu là. Ouais, juste voilà, voilà, c'est parfait, là, c'est top, très bien. La chance de Cazeneuve, c'est d'avoir pu conserver l'intégralité de ses archives. Et donc on sait depuis le XVe siècle comment était décorée chaque pièce du château, et notamment sur cette dernière chambre qui est splendide. Et c'est vrai que, ben voilà, on l'imagine, mais une fois que c'est posé comme ça, voilà, le résultat est de rendez-vous. Voilà, on va le mettre au coin du tapis. D'accord. Voilà, par ici, là. Tous les éléments de mobilier et de décoration sont d'origine. Ils ont été soigneusement restaurés pour redonner à cette chambre l'aspect qu'elle avait au début du XXe siècle. En fait, le château n'a jamais été vendu depuis le XIIe siècle. Et donc, au fur et à mesure des générations, chaque famille a apporté son mobilier à des époques différentes. Et donc ici, c'est la chambre la plus récente, entre guillemets, du château aujourd'hui. Le premier étage accueille les pièces les plus emblématiques du château. Voici la chambre de Marguerite de Valois, dont le destin tourmenté a inspiré à Alexandre Dumas son roman « La Reine Margot ». Connue pour ses amours frivoles, elle est mariée au roi Henri IV. Les époux font chambre à part. Jamais la reine n'est autorisée à pénétrer dans cette pièce. Voilà, ici, dans la chambre du roi qui est concomitante à celle de la reine, il y a un très beau lit qui a appartenu donc au roi Henri IV. Et si on regarde juste au bout de ce lit, il n'y a qu'un oreiller, puisqu'à l'époque, c'était les rois qui allaient dans la chambre de la reine et certainement pas l'inverse. Faute d'héritier, le roi Henri IV demande l'annulation de son mariage. La reine Margot est assignée à résidence au château de Cazeneuve. C'est ici que la reine donc, passait la plupart de son temps. Et donc à Cazeneuve, elle recevait beaucoup de monde, et donc elle souhaitait bien entendu être vue en toutes circonstances, et elle avait fait apposer ce petit tableau d'elle sur la cheminée. Juste en dessous, il y a 2 phrases qui sont inscrites. Point ne font de laides amours, non plus que de belles prisons, signé la reine Margot. Cela résume très bien le passage de la reine Margot à Cazeneuve. Pour elle, il n'y avait pas de mauvais amour. Elle pensait que d'avoir des amants était quelque chose peut-être de normal. Or, le roi ne l'a pas entendu de la même oreille, parce qu'elle était quand même dans une prison. C'est pour ça qu'elle a mis juste en dessus non plus que de belles prisons, puisque pour le roi Henri IV, elle était assignée à résidence dans une prison certes dorée, mais c'était une prison.
Au pied du château de Cazeneuve, le Ciron conserve lui aussi les traces du passage de la reine Margot. Nous y retrouvons Alexandra et Max, les gardiens du Ciron. En fait, ici, la reine Margot venait attendre ses amants dans ce lieu. Et d'ailleurs, on y retrouve encore le banc, sans qu'elle est venue attendre ses amants et qui a été sculpté directement en fait, dans la roche calcaire d'ici. Donc c'est un lieu qui est vraiment très très particulier, à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue paysager et d'un point de vue naturel. Donc là, c'est vraiment un endroit magique. Dernière mission de la journée pour Alexandra et Max. On a une belle trouée là, sans végétation. Là. Depuis 2013, ils ont mis en place un programme pour reboiser les rives défrichées par les intempéries ou les activités humaines. Ah, tu vois, il y a 2 arbres morts. Là, ça serait pas mal. Là. Allez, tu vas descendre. À la fin de l'été, ils collectent les graines des arbres dispersées par le vent sur les rives du Ciron. Ils les font germer en pépinière avant de venir les replanter. Du hêtre, mais aussi du charme, du chêne ou encore du tilleul. Vas-y, cale un peu là. Alors là, celui-ci, c'est du charme, du coup, qu'on plante. Plus proche de l'eau, plus d'humidité, c'est mieux pour lui par rapport au chêne. Donc c'est important, cette idée justement de replanter pour maintenir cette grande voûte végétale. Donc la boucle est bouclée. Ce ciron, c'est plus qu'un métier. C'est une passion, on y est tous les jours, à le protéger par des petites actions comme ça qui semblent rien. À mesure voilà, que le ciron coule, nous, on intervient et quand on y pense, c'est vrai qu'il y a des plantations qui ont déjà 4 ans, qui font à peine 1 mètre de haut. Donc c'est vrai qu'on se dit on ne verra jamais des grands arbres comme on peut voir sur les bordures du Ciron. Mais dans 100 ans ou 200 ans, voilà, c'est des arbres qui auront pris leur place et qui serviront à équilibrer tout ce feuillu, quoi. Retour à Saint-Émilion. La cité et ses environs ont été classés par l'UNESCO au titre des paysages culturels en 1999. Et la meilleure manière de comprendre la richesse de ces paysages, c'est de monter au sommet de la flèche spectaculaire qui domine la cité. Pour Mathieu Mazière, le gestionnaire du label UNESCO, elle offre l'un des plus beaux panoramas sur la ville et les vignobles alentours. On a une vue époustouflante à 360 degrés où on voit vraiment cette interaction entre le non-bâti et le bâti, c'est-à-dire toutes ces maisons qui composent le village historique de Saint-Émilion, toutes les maisons, toutes les propriétés qui parsèment le territoire, et après, au-delà, tout le vignoble, tous les bois, toute cette vallée de la Dordogne sur un côté, et sur l'autre côté, le plateau de Saint-Émilion. Quand on parle de paysage culturel, c'est vraiment cette imbrication entre ce que la nature offre et le travail qui a été réalisé par l'homme. Avec une culture particulière, qui est la culture de la vigne, avec ce vin qui est connu dans le monde entier, dans une région délimitée avec précision. Donc c'est la juridiction de Saint-Émilion, c'est le village de Saint-Émilion et les communes alentours. On a des siècles et des siècles d'histoire en commun que l'on se doit de transmettre aux générations futures. Depuis cette inscription, Saint-Émilion a fait de la préservation de son patrimoine une priorité.
Sous la flèche, creusée dans la roche, se cache l'une des plus grandes églises monolithes d'Europe. Ce matin, Mathieu Mazière se rend au chevet de l'église. Il est accompagné de 2 ingénieurs spécialisés dans la prévention des risques. Ils viennent inspecter ces cadres métalliques. Ils ceinturent les 4 piliers centraux qui montrent des signes de fragilité. Car au-dessus de la voûte se dresse la flèche de Saint-Émilion. Cette ouverture en marque le centre. On voit le centre du clocher. Au lieu d'être à la croisée des 4 piliers, il est vraiment à cheval sur 2 piliers. Et c'est ce qui pose un gros souci, puisqu'il y a entre 3 et 4 000 tonnes de pierres qui reposent sur du vide. Voilà pourquoi les piliers ont été renforcés par des corsets métalliques dont il faut régulièrement vérifier l'efficacité. C'est bon, donc là je peux mettre en marche pour vérifier la pression. Cette mesure indique la pression appliquée en fait par le cadre métallique sur le pilier. Actuellement, on a des bonnes valeurs et des cadres métalliques qui fonctionnent parfaitement. Des mesures de prévention indispensables pour sauvegarder cette église impressionnante. Elle a été édifiée aux environs du XIe siècle, en souvenir du moine Émilion, le fondateur de la cité. De précieux vestiges des éléments de décor originels ont été conservés. Là, on se trouve dans un bout de chapelle de l'église monolithe où il reste encore des fragments de peintures de différentes époques. Il faut imaginer que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette église était beaucoup plus ornée. Simplement, à la Révolution, elle a été transformée en usine de poudre à canon puisque la pierre de Saint-Émilion est très salpêtreuse, très tendre, très friable. Et donc, on a gratté la pierre pour en faire de la poudre à canon. L'autre singularité de Saint-Émilion, ce sont ces petites ruelles caractéristiques que l'on appelle des escalettes. Elles ont gardé l'empreinte des liens qui unissaient la ville à l'Angleterre. Ces rues ont la particularité d'avoir été construites avec des pierres qui viennent d'Angleterre. Les navires anglais venaient à Saint-Émilion chargés de pierres pour lester les navires, tout simplement, et repartaient avec des barriques de vin de Saint-Émilion. Alors, résultat, ça rend des petites ruelles qui sont très charmantes, mais très escarpées. La ville abrite un riche patrimoine architectural. 17 monuments historiques et de nombreuses maisons médiévales témoignent du passé commercial de la cité. Une équipe de chercheurs tente aujourd'hui de retrouver les traces de cette histoire prestigieuse. On reproduira la même chose de l'autre côté, voilà. L'historien David Souni s'intéresse à cette demeure appelée la Maison Gothique. Une propriété bourgeoise qui accueillait des boutiques en rez-de-chaussée. Il a demandé à un dessinateur de restituer l'apparence de la maison au XIVe siècle. Sur cette façade, au niveau du rez-de-chaussée, on avait donc 2 ouvertures de boutiques, dont celle de gauche que l'on voit encore très bien aujourd'hui. Et au niveau de la naissance de l'arcade, on a 2 corbeaux, ces petites pierres là qui reviennent et qui portent un montant horizontal sur lequel venaient s'installer 2 volets supérieurs que l'on relevait le matin et 2 autres volets que l'on rabaissait. Ces volets relevés permettaient de protéger l'entrée de la boutique et ceux qui étaient rabaissés servaient d'étal pour présenter les produits. Comme ça, le client était à la lumière du jour. Il pouvait donc choisir le meilleur produit. Il pouvait le trier sur le volet. Et c'est de là que vient l'expression que l'on connaît aujourd'hui. Et ça nous vient tout droit de ces ouvertures de boutique. Le travail de David Souni a livré d'autres informations étonnantes sur le passé médiéval de Saint-Émilion.
l'historien s'est notamment intéressé à l'enceinte fortifiée de la ville, construite à partir de la fin du XIIe siècle. La particularité de l'enceinte de Saint-Émilion, c'est justement qu'il n'y a pas de véritable enceinte. Contrairement à bien des villes où on construit une puissante muraille derrière laquelle vont s'abriter les maisons, ici, ce sont les maisons elles-mêmes qui vont former l'enceinte. Et du coup, la défense de la ville s'en trouvait très amoindrie du fait des nombreuses fenêtres qui étaient percées directement dans l'enceinte. Et ça va faire le défaut de la cuirasse. À un moment où les guerres se font de plus en plus fréquentes, eh bien, avoir de grandes fenêtres qui ajourent l'enceinte, ça empêche toute défense efficace. Malgré le fossé, malgré quelques adaptations dans la défense avec quelques portions de machicoulis, comme on aperçoit ici, eh bien ce n'était pas suffisant. Et c'est ce qui explique que Saint-Émilion va décliner au profit de la Bastide de Libourne, de la voisine, à quelques kilomètres d'ici, qui va se trouver abritée par une bien meilleure défense. L'inscription UNESCO concerne un territoire de près de 8000 hectares, regroupé autour de 8 communes. Elle souligne la qualité de ce vignoble historique qui a traversé les époques. Plus de 800 propriétés viticoles marquent le paysage. Des châteaux qui ont toujours inscrit leur identité dans la pierre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Depuis quelques années, les plus grands architectes se retrouvent dans le Bordelais et signent des réalisations spectaculaires, comme ici, à Château-la-Dominique et Château-Cheval-Blanc. Ici, on a vraiment une surenchère architecturale. On a l'impression d'un combat entre deux domaines pour savoir lequel sera le plus marquant, le plus impressionnant. Mais l'enveloppe architecturale a souvent été le symbole du cru. Et là, finalement, ces nouveaux bâtiments contemporains, eux aussi, viennent affirmer l'exception et la distinction entre deux crus de renommée mondiale. À Cheval-Blanc, on a vraiment l'impression d'un ovni, d'une soucoupe volante qui serait venue se poser dans les vignes, à côté du château historique. On a à la fois la surprise et en même temps ce chai qui vient se fondre dans le paysage environnant. Installé dans un domaine constitué au XIXe siècle, le nouveau chai de Cheval-Blanc a été achevé en 2011. Ici, l'architecte Christian de Porzampar a imaginé un jardin en terrasse. Ce jardin en terrasse, implanté sur le bâtiment de vinification, c'est assez étonnant. Et en même temps, ça vient finalement faire évoluer une tradition du château viticole, puisque traditionnellement, ce château viticole était accompagné de bâtiments de vinification, de bâtiments agricoles aussi d'ailleurs, mais aussi d'espaces d'agrément, de jardins, de parcs arborés. Et là, l'architecte a choisi de conserver cette tradition du parc, de l'agrément, mais il l'installe sur le bâtiment de vinification. C'est en ça que c'est novateur et en même temps un clin d'œil à l'histoire des châteaux viticoles et des châteaux à la française. À quelques pas de Cheval-Blanc, la Dominique présente un chai aux formes radicalement différentes. Il a été réalisé dans le prolongement des anciens bâtiments viticoles par l'architecte Jean Nouvel. Ici à la Dominique, ce qui frappe tout de suite, c'est la couleur rouge de ce chai qui marque le paysage, les reflets du soleil qui ondulent sur cette surface, qui n'est pas gratuite, puisque bien sûr ça se réfère aux couleurs du vin, aux différentes nuances du vin dans une bouteille. On l'a ici en fait à l'extérieur et ça dialogue avec le paysage environnant.
À l'intérieur de cet écrin, un équipement de haute technologie s'apprête à recevoir le prochain millésime. Nous sommes en pleine vendange, la période où les chais connaissent leur plus forte activité. Après avoir été vendangés, les baies de raisin sont triées pour ne sélectionner que les meilleurs grains. Ces grains sont ensuite acheminés dans les cuves en inox du domaine. Un traitement par gravité qui reprend les savoir-faire traditionnels du Bordelais. Les domaines viticoles, ils ont une histoire en perpétuelle évolution. Donc c'est finalement aussi logique de leur donner une nouvelle étape dans leur histoire. On ne fait pas table rase. On veut s'inscrire dans une continuité, mais également faire du neuf, faire du technologique et faire un grand vin. Claire Stemmer nous emmène sur la terrasse installée au-dessus du bâtiment de travail. De cette terrasse, on peut dominer en fait tout le paysage et on veut revenir au pied de vigne, au raisin, à la grappe de raisin. D'ailleurs, des raisins, on en a là, hein. On a ces cailloux de verre qui rappellent le raisin qu'on charge dans les cuves. On veut se reconnecter au terroir puisque c'est ça qui fait la spécificité de chaque domaine. Et ce renouveau architectural, c'est dans le Médoc qu'il a débuté. Le château d'Arsac a été réhabilité à la fin des années 80. Le chai a été rehaussé du bleu caractéristique de l'artiste Yves Klein. La propriété abrite également les créations de grands artistes contemporains. Dans ce jardin des sculptures se côtoient les œuvres de César, de Follon ou de Niki de Saint-Phal. À la même époque, le château Laffitte-Rothschild fait appel à l'architecte Ricardo Bofill pour concevoir un chai révolutionnaire. Il a été inauguré en 1988 et sa première caractéristique est d'être dissimulé sous la propriété. De l'extérieur, le chai vient s'insérer en fait sous une croupe de vigne, donc on le remarque assez peu. En revanche, à l'intérieur, on a cet espace grandiose avec ce plan circulaire qui n'a rien à voir avec les chais habituels. Il y a une volonté de mise en scène puisqu'on se situe ici sur une passerelle en hauteur, ce qui nous permet de dominer ces barriques. On est comme dans un temple du vin pour évidemment associer l'image d'une architecture contemporaine, d'une architecture élégante à un grand cru classé du Médoc. C'est dans ce chai qu'est élevé le vin du domaine. Plus qu'un bâtiment agricole, c'est une vitrine prestigieuse pour la notoriété du château. De plus en plus, c'est le chai qui vient un petit peu concurrencer l'image traditionnelle du château. Évidemment, il y a aussi une volonté de communication, peut-être de donner une nouvelle image à un domaine viticole qui a une histoire de plusieurs siècles déjà. Nous quittons les paysages viticoles pour nous diriger vers la façade atlantique. Attention aux chasseurs, midi, droite, gauche, 3 nautiques. Frédéric Gilbert travaille pour le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Depuis une vingtaine d'années, il développe la randonnée en pleine nature.
La Gironde fait partie d'un grand territoire qui s'appelle l'Aquitaine, Aquatania, pays de l'eau. Donc effectivement, c'est un territoire gorgé d'eau. C'est un peu mon terrain d'exploration, mon terrain de découverte. Aujourd'hui, Frédéric est en repérage, en vue d'une prochaine expédition en kayak. Son vol débute au-dessus de la forêt des Landes girondines, le plus grand ensemble paysager du département. Sous ces arbres circulent de nombreux cours d'eau. On survole là actuellement le grand plateau aquitain. À une époque assez lointaine, finalement, on avait l'océan qui recouvrait cette zone. Puis il y a 120 millions d'années, l'océan est parti. Et aujourd'hui, on a un grand plateau recouvert de sable. La végétation, finalement, a pris le dessus. Et là, on voit la Leyre qui sort des derniers feuillus. Voilà, on a bien les feuillus devant nous, là. Voilà, ces feuillus sont d'une couleur verte bien différente des pins. La Leyre, c'est cette rivière qui parcourt près de 90 km avant de rejoindre le bassin d'Arcachon. Au contact de l'Alios, une roche typique des Landes de Gascogne, l'eau se charge de fer. C'est ce qui lui donne cette couleur de rouille. La Leyre, elle a serpenté et creusé son lit dans le plateau sableux. Donc c'est une rivière qui a tendance à faire des virages, à beaucoup se mouvoir et chercher en permanence la meilleure trajectoire. Et elle a par contre une singularité, c'est qu'elle a une pente douce. Elle descend d'1 mètre pour 1 kilomètre. Et arrivé ici, au delta, la forêt s'estompe et tout à coup, on observe vraiment la rivière qui est en train d'apparaître au grand jour. La rivière a tendance à chercher un passage à travers les feuillus, les roseaux, les plaines alluviales pour arriver dans le bassin d'Arcachon. La Leyre apporte environ 80% de l'eau douce du bassin d'Arcachon. Le delta marque la rencontre avec les eaux salées de l'Atlantique. Véritable mer intérieure, le bassin d'Arcachon est l'un des sites les plus emblématiques de la Gironde. Il est bordé par 80 km de côte. Au centre, l'île aux oiseaux. Autrefois, dans les cartes marines des années 1750-1800, le bassin d'Arcachon s'appelait le Havre du bassin d'Arcachon. Et pour un marin, un havre, c'est un lieu de reposoir, c'est un abri. C'est un lieu exceptionnel dans le sens où c'est un des rares grands plans d'eau qui a une connexion avec l'océan. Donc le terme plus exact serait une lagune ou une baie. À chaque marée, ce sont environ 370 millions de mètres cubes d'eau qui franchissent l'embouchure du bassin. Autrefois, le bassin d'Arcachon était en fait un exutoire extrêmement droit vers l'océan. Et aujourd'hui, a tendance effectivement à se refermer. Avec l'action des vents, l'action des tempêtes, le sable se déplace régulièrement. Il y a une inquiétude de voir un jour le bassin potentiellement se refermer. Sous l'effet du vent et de la houle, 600 000 mètres cubes de sable sont déplacés chaque année le long des dunes de la façade atlantique. Ici, en Gironde, on a, depuis l'exutoire du bassin d'Arcachon jusqu'à l'estuaire, on a effectivement un cordon dunaire, donc une dune blanche qu'on appelle, qui mesure entre 1, 2, 3 km par endroit, qui est cette dune ultime qui protège tout l'intérieur de l'Aquitaine, mais aussi de la Gironde, bien évidemment. Derrière cette côte d'argent s'étire le Médoc. Son nom vient de l'expression latine « in medio aquae », signifiant « au milieu des eaux ». Ce qui est très singulier dans notre région, c'est qu'on a ce qu'on appelle les eaux affleurantes. C'est-à-dire qu'en fait, on est un pays d'eau où la nappe phréatique est très peu profonde. Et là, on est vraiment sur une zone, c'est la zone de l'étang de Cousseau. Ce sont en fait des nappes affleurantes et qui ont cette singularité
garder l'eau douce juste à la surface de la Terre. Donc du coup, on est dans une zone de haut fond et là, on croirait l'Afrique. Quand on voit ça, il manque juste des girafes qui courent un peu et on a une ambiance vraiment exotique. Le vol se poursuit au-dessus des lacs médocains, qui comptent parmi les plus étendus de France. Le lac de Lacanau a une superficie de 20 km². Depuis sa partie supérieure, il est relié par un long canal au lac d'Ourtin-Carcan. C'est un des plus grands lacs d'eau douce comme ça, intérieur en France. Hein. C'est quand même une grande surface. Il y a 18 à 20 km de longueur sur 4 à 5 km de large. C'est assez magnifique. On a des transparences, des roseaux qui sont juste à hauteur d'eau. En fait, toute l'eau qui tombe par la pluie dans le Médoc vient par multiples petits chenaux, multiples petits ruisseaux qui ne trouvent pas de sortie vers l'océan et donc forment ce grand lac. Ça, c'est beau, hein. Waouh. Faire un chemin d'eau aussi long sans discontinuité entre la Leyre, le bassin, les canaux, les grands lacs, c'est une chance. On a hérité de quelque chose et on a pris conscience qu'en Aquitaine, on avait une grande richesse à conserver, à partager. Le lendemain, Frédéric se lance dans son aventure. Il va parcourir l'ensemble du chemin d'eau qui le conduira jusqu'au bassin d'Arcachon. Son expédition débute sur la rive est du lac d'Ourtin-Carcan. C'est peu profond. On a l'impression de survoler juste au-dessus du sable. Il y a une lame d'eau de 80 cm ici. De l'autre côté, on a entre 10 et 12 mètres d'eau. Et surtout, c'est une immensité parce que on se sent un peu seul. Mais on en profite pleinement. Frédéric va naviguer pendant 3 jours à la découverte des paysages de la région et de ceux qui les préservent. C'est un kayakiste chevronné qui passe une grande partie de l'année sur l'eau. Même chargé, le bateau glisse. Là, on est au rythme du randonneur. La grande différence, c'est qu'il n'y a aucun balisage, aucun cairn, ni une marque rouge et blanche. Tout est sur la carte ou sur les repères visuels et on s'adapte après en fonction du vent. C'est quelque chose qu'on fait au long cours. Voilà, une forme d'errance dans des milieux assez grandioses au sens grands espaces. Pas au Canada, mais en Gironde, près de chez moi. Sur la rive ouest du lac, Frédéric arrive à proximité de la réserve naturelle des dunes et marais d'Ourtin. Elle abrite une grande variété de végétaux. Ces roselières ont été restaurées et servent de refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. La partie de ce lac-là est préservée de toute navigation. Donc on se tient à distance. Du coup, on longe cette réserve pour après vraiment approcher davantage les grandes dunes. Les dunes qui bordent le lac se sont formées entre le 6e et le 11e siècle par l'accumulation des sables poussés par les vents. C'est ainsi qu'est né le lac d'Ourtin, qui était à l'origine ouvert sur l'océan. C'est l'affleurement de la dune, en fait. Faut pas oublier que même si on est en eau douce ici, l'océan est à moins de 4 km. Et ces grandes dunes, malheureusement, avec le temps, l'érosion, le vent dominant pendant des années, en fait, avaient tendance à se déplacer d'ouest en est, menaçant même certains petits villages, petits hameaux qui étaient au plus près. Et au XVIIIe siècle, XIXe siècle, des ingénieurs des ponts et chaussées ont cherché des systèmes pour fixer la dune. Donc plutôt par un moyen naturel, qui était la plantation systématique des pins.
Ils avaient un double intérêt, c'est à la fois la fixation et apporter de l'or jaune qu'on disait à l'époque, cette résine qui a été exploitée pendant des années. Frédéric arrive dans la partie inférieure du lac. Il s'est éloigné des dunes et il doit maintenant redoubler d'attention. Là, on est donc sous les vents dominants. Et donc, on a un vent qui agresse la côte à l'est du lac, qui a tendance à s'immerger. Donc, on a des conditions de mer, vu ce grand plan d'eau. D'où le kayak de mer. C'est un bon moyen de garder la trajectoire. Bon, je prends mon cap. Il lui faudra encore une bonne heure d'effort avant de rejoindre le sud du lac, situé sur la commune de Carcans-Maubuisson. À l'issue de sa traversée, Frédéric s'engage sur le canal des étangs. Merci, bonne journée. Ce canal, long de 25 km, relie les grands lacs médocains au bassin d'Arcachon. Il a été réalisé au XIXe siècle pour faciliter l'évacuation des eaux. La première partie du canal est barrée par une écluse qui permet de réguler le niveau d'eau du lac d'Ourtin-Carcan. Robert Laubian s'en occupe quotidiennement. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas moyen de passer? Là, vous allez avoir un petit problème. Ah, d'accord. Passer sur le côté. Ok, d'accord. Merci. L'écluse du Montaut dispose d'un sas à bateau, mais Frédéric, lui, va devoir passer par la berge. Pendant ce temps, Robert Laubian actionne l'ouvrage pour faire circuler l'eau et nettoyer le canal. Une opération qu'il réalise chaque semaine. Tout est manuel pour l'instant. Mais bientôt, ça va venir électrique. J'espère. Mais alors, c'est très lent, quoi. C'est normal, parce qu'elles sont très grandes quand même. Ce sont des pelles qui font 2,33 m de large sur 1,70 m de l'eau. Ces jours en grand, il y a un débit entre 6 et 7 mètres cubes par seconde, ce qui est quand même très important. Vous voyez, ça y est, on commence à entendre le bruit de l'eau. Là, on va pouvoir aller plus vite là-bas. Moi, ça va m'aider pour pagayer là. Ah là, c'est bien là. Non seulement on a un peu de vent, mais en plus, on va avoir un peu d'eau qui descend jusqu'au grand lac de la Cano. Là, on n'est pas loin d'arriver. Au bout de 8 km, le canal débouche dans le lac de la Cano. Ici, là, c'est creusé pour les bateaux. Sinon, on aurait un banc de sable. L'idée, c'est de maintenir cette petite digue. Ça permet vraiment l'écoulement. Et pour éviter, en fait, avec le vent, toujours pareil, le vent d'ouest et nord-ouest, que ça bouche le canal. Il s'agit de choisir la bonne direction maintenant. Au nord du lac de la Cano, cap vers la marina de Talaris. Cet espace de 130 hectares abrite de petits hameaux dissimulés au cœur de la forêt. Des ensembles de maisons contemporaines séparées par des coupures végétales.
Un espace aménagé dans les années 70 dans une démarche écologique. Frédéric va le découvrir pour la première fois. Ça, ce qu'on appelle avoir une maison les pieds dans l'eau. Waouh. Wow. Original. Quand on longe le trait de côte, les rivages, ça permet d'aborder par un autre côté des endroits qui semblent inaccessibles, étonnants, surprenants. Un petit coin de paradis, c'est sûr. Le hameau des Boucanes est l'un des plus singuliers de la marina. Il abrite des maisons originales, imaginées par un architecte bordelais. Elles sont couvertes par d'immenses toits en pyramide, touchant presque le sol. Ici, vous êtes dans un ensemble de 6 maisons qui s'appellent les pignes, parce qu'elles sont en forme de pyramide ou de pignes de pin. C'est très agréable parce que la marina doit avoir à peu près aujourd'hui 453 maisons et on a l'impression d'être absolument seul, au bout du monde, dans la nature. À l'intérieur, c'est remarquable parce qu'on a une vue extraordinaire, comme si on était à bord d'un bateau. Si les formes, les couleurs, les techniques de construction diffèrent d'un hameau à l'autre, une chose ne change pas, le matériau. La plupart des maisons de la marina sont réalisées en bois. Patrick Picard est propriétaire d'une maison dans le hameau de la Pêcherie. Depuis l'enfance, il se passionne pour l'histoire de la marina. C'est l'histoire d'un rêve d'un promoteur immobilier. À la fin des années 1960, Francis Bomsel, il est arrivé. Il faut imaginer, il n'y avait rien, il n'y avait pas les lagunes. Il y avait juste ce qu'on appelle une crasse, une petite rivière qui traversait une lande humide et quelques pins. Et donc, à partir de rien, il a créé Marina de Talaris, avec ses maisons en bois, de styles différents, avec cette architecture typique. Et ce modèle-là, c'est un modèle dune. C'est la cabane traditionnelle du pêcheur arcachonnais. Le confort est très primaire, mais enfin, on l'échangerait pour rien au monde. Les chenaux de la marina conduisent Frédéric devant l'une des maisons les plus originales du site. Inspirée des fermes traditionnelles de Finlande, elle se distingue par sa couleur atypique. Cette maison est rose parce qu'elle s'inspire de la bruyère en fleurs. Son architecte l'a construite pour s'intégrer dans la nature. Il a voulu une toiture faite avec des brandes, c'est de la bruyère non fleurie. Et nous, ça nous a séduit parce qu'elle était tranquille, bien intégrée dans ce site. L'expédition reprend en direction du sud du lac de la Cano. Ici, le paysage est marqué par ces îlots reliés entre eux par un banc de sable immergé. Et là, c'est magnifique, là. En fin de journée, comme ça. Elles sont un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui viennent s'y reposer. Face à elles se trouve la pointe du Bernos. C'est ici que Frédéric va faire étape. Il rejoint Alexandre Bert, un habitué des nuits à la Belle Étoile. Bonjour. Bonjour. Bonne route. Grande route. Alexandre est un pêcheur de carpe. Vas-y, tu peux tirer. Il dispose d'une autorisation spéciale qui lui permet d'établir un campement au bord de l'eau. Ok, on pose. Hop. Sur le lac de la Cano, le bivouac est interdit en berge. Le camping nautique est prohibé, donc effectivement, la rencontre avec Alexandre, ça permet, à l'occasion d'une pêche de carpe de nuit, de partager en fait sa passion. Et donc du coup, de se rencontrer autour de deux passions communes. Parce que lui, comme moi, bivouaquer, ça fait partie de la communion avec la nature. De temps en temps, finalement, de s'évader près de chez soi,
On devrait tous un petit peu redécouvrir notre région, sous cette forme-là. Alexandre a posé ses cannes sur l'un des 9 postes de pêche autorisés autour du lac. Cette alarme le préviendra pendant la nuit si une carpe mord à l'hameçon. Pendant ce temps, Frédéric installe son campement. Il a redressé le kayak pour s'abriter du vent. Donc après, en fait, ça vient par-dessus. Au-dessus, il dresse un tarpe, cette toile qui le protégera de la pluie. Ça, c'est pas facile. De son côté, Alexandre pratique l'amorçage, une opération qui lui permet d'attirer les carpes. Il propulse les appâts à plus de 20 mètres de distance. Pétard. Je parle. Mon pistou. J'ai oublié de mettre de l'eau, tu vois. Hop. Voilà, sauver les eaux. Un des bons moments de la journée, manger chaud. Ouais. Demain, Frédéric reprendra sa route aux premières heures du jour. Il va devoir récupérer, tandis qu'Alexandre, au contraire, va veiller une grande partie de la nuit. Il peut arriver effectivement de ne pas dormir pendant plusieurs heures, voire toute une nuit. Ouais. Et du coup, dormir le jour. Ouais, ça arrive, de temps en temps. D'accord. La carpe est essentiellement nocturne, hein, au final. Donc il faut, quand on cherche à l'attraper, il faut s'adapter à sa proie. Hein. Donc on s'adapte au poisson. D'accord. Cette pêche à la carpe qui permet d'être dans la nature, de passer un moment privilégié avec tout ce qui nous entoure et de temps en temps d'avoir le plaisir de faire un joli poisson et de se prendre en photo avec lui. Ouais, voilà, c'est une grande passion. Ouais. Coucher de soleil, lever de soleil le matin, des rencontres, voilà. Et puis tout simplement le calme. Le lendemain matin, Frédéric va découvrir les prises réalisées au cours de la nuit. Tiens, Fred, j'ai un poisson là. Donc c'est l'un des 2 poissons que j'ai capturé cette nuit, c'est le plus gros des 2. Hein, c'est une carpe miroir. Voilà, donc une douzaine de minutes de combat, hein, véritablement, pour sortir ce joli bijou de son élément naturel, avant de l'y remettre évidemment. Et c'est là, c'est dans le making-of. C'est pour les copains, la photo? C'est pour se souvenir du poisson, puisqu'il n'y a pas 2 carpes identiques. Ouais. Donc, avec les caillages et les cicatrices qu'elles ont, on peut les reconnaître d'une prise à l'autre. Voilà. Et donc, tu vois un peu ce qui se balade sous ton canoë, hein, lors de ton voyage. Il y a tout ça dans le lac. OK. On va se dépêcher de la remettre pour pas qu'elle se fatigue trop. Voilà, c'est le dernier moment que l'on va passer avec le poisson. Et je le laisse pas repartir comme ça, hein. C'est elle qui décide quand est-ce qu'elle part. Je la laisse reprendre ses forces et son oxygène. Hein. Et puis quand elle en a envie, elle nous quitte. Salut. À bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Frédéric reprend son périple le long des lacs médocains. Au sud du lac de Lacanau, il rejoint la seconde partie du canal des étangs qui va le conduire jusqu'au bassin d'Arcachon. À l'origine, c'est un ruisseau qui a été creusé et élargi. Il est inauguré en 1864 afin d'assécher les marécages qui recouvraient autrefois cette partie du Médoc. C'est le délice, là. Ça glisse. Il y a le soleil qui commence à chauffer. On descend vers le sud, c'est peut-être bon signe. Hein. Ouais, ça c'est bien. La nature a repris ses droits sur ce canal. Donc plus on avance, plus on commence à voir les oiseaux qui passent des étangs qui sont pas loin, là. On est à l'abri du tumulte de l'océan. Et puis on est sur les traces aussi des anciens, parce qu'en fait, dans les années 30, ici,
avec des petites périssoires et des barques, et les jolies dames avec des beaux chapeaux qui faisaient déjà ça. Les canots, les lac-landais. Donc voilà, un peu sur les traces des anciens. C'est aussi sympa. Voilà, on n'est pas tout seul. Dans ces derniers kilomètres, le canal redevient naturel et s'ouvre sur une anse située au nord du bassin d'Arcachon. Un espace de 330 hectares qui se découvre complètement à marée basse, laissant apparaître une végétation spécifique. Cet environnement exceptionnel est protégé par la réserve naturelle des prés salés d'Arès et de Lège-Cap-Ferret. L'eau peut arriver jusque-là, donc en effet, l'eau va arriver sur tous les endroits, les secteurs un peu sableux. Et par exemple en hiver, comme ça a été le cas cet hiver quand on a eu des inondations assez importantes, l'eau est encore montée plus haut que d'habitude. Donc les conditions de vie pour les plantes, notamment, sont assez difficiles, parce qu'elles sont parfois sous l'eau salée. C'est pour ça qu'on voit quelques pins ici qui tentent de coloniser le pré-salé. Ils sont morts parce que justement les racines ont pris le sel. Ça se donne un aspect un peu désertique, un peu un paysage africain qui est assez caractéristique du très haut présalé. Un peu plus loin, la végétation des prairies humides s'est adaptée aux conditions extrêmes du site. Oui, il faut imaginer ici, c'est que les plantes, à marée haute, elles vont être complètement sous l'eau. Donc toutes ces plantes-là ont des adaptations au sel. Du coup, je voudrais te montrer une plante, il faudra en trouver une qui est bien en fleurs. Ah bah tiens, regarde, elle est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'astère maritime. La particularité de cette espèce-là, c'est qu'elle va orienter tout le sel qu'elle capte dans certains de ses organes. Ici, les feuilles. Donc c'est assez visuel. Il y a des feuilles qui vont dépérir, qui vont devenir jaunes, parce que la plante oriente tout le sel qu'elle capte dans ces organes-là, qui sont souvent des organes vieux et qui vont dépérir. C'est son système de défense. Située sur un couloir de migration, la réserve est une escale privilégiée pour des milliers d'oiseaux. C'est aujourd'hui la plus grande zone de prés salés d'Aquitaine. Nous retrouverons bientôt Frédéric pour la dernière étape de son aventure, le long du Cap Ferret jusqu'à l'embouchure du bassin. Avant cela, nous partons sur l'autre rive. Abritée par la dune du Pilat, voici la forêt de la Teste de Bûche. On y revisite aujourd'hui un savoir-faire traditionnel. C'est une pigne à feu. Voilà, une pigne qui a été mangée par un écureuil et qu'on a glacée dans de la résine qui était portée à ébullition, résine qu'on a récoltée ici sur les pins. Et donc en fait, c'est un allume-feu qui est complètement naturel. Âgé de 31 ans, Mathieu Cabossel se passionne pour le patrimoine du bassin d'Arcachon. Il propose la pigne à feu à des revendeurs locaux et des particuliers de la région. La pigne à feu, c'est une façon de parler du gémage et c'est destiné à tous ceux qui sont sensibles au patrimoine, à l'histoire du territoire et à nos traditions, puisque le gémage, c'est vraiment une activité qui a rythmé la vie économique locale pendant plus de 2000 ans et qui fait vraiment partie de l'identité des Landes de Gascogne et du bassin d'Arcachon en particulier. Mathieu possède une parcelle de terrain au cœur de la forêt usagère de la Teste de Bûche. Usagère parce qu'elle a été laissée à l'usage des habitants. C'est là qu'il pratique le gémage, une opération qui consiste à entailler l'écorce du pin maritime. En réaction à cette blessure, l'arbre sécrète la gemme, une résine qui lui permet de cicatriser. Autrefois, la résine était distillée. On obtenait d'un côté l'essence de térébenthine et de l'autre la colophane. Et ces deux produits-là étaient utilisés dans l'industrie chimique et pharmaceutique pour faire tout ce qui est sol plastique, encre, colle, huile, graisse, vernis, peinture, qui sont aujourd'hui remplacés par des dérivés du pétrole. Aujourd'hui, en fait, se pose la question dans un autre sens, c'est qu'on souhaite remplacer les produits de l'industrie du pétrole par des produits naturels, renouvelables. Donc la résine pourrait bien à nouveau servir dans l'industrie pharmaceutique et chimique. L'extraction de la résine a fait vivre des milliers de familles en Aquitaine jusqu'au milieu du XXe siècle. Mathieu a appris ces gestes traditionnels auprès d'anciens gémeurs.
C'est quelque chose d'immatériel. C'est pas comme une œuvre d'art qu'on peut conserver si on met en place des mesures de protection et de conservation. Là, ça passe par le geste, ça passe par un savoir-faire, ça passe par un apprentissage. Forcément, si jamais on n'apprend pas à des générations futures, eh ben, le geste va se perdre. Moi, ça me tient à cœur. C'est vraiment une passion, c'est un plaisir. Et c'est loin d'être la seule passion de Mathieu. Nous retournons dans le bassin d'Arcachon. Passé la forêt usagère, se dessine la dune du Pilat. Avec 110 mètres de haut et près de 3 km de long selon les années, c'est la plus grande dune d'Europe. Elle marque l'entrée du bassin. Nous allons y retrouver Mathieu Cabossel qui fait route vers l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, c'est ma seconde passion. C'est aussi une pépite, un peu comme la forêt usagère finalement. C'est là que se passe l'histoire, c'est là qu'elle s'écrit encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de pouvoir m'y investir. On ne peut accéder à l'île aux oiseaux qu'à marée haute, à un moment où le site semble totalement submergé. L'île aux oiseaux culmine à 5 ou 6 mètres d'altitude, ce qui fait que, effectivement, quand la marée est haute et que les coefficients sont importants, on a vraiment l'impression qu'elle disparaît sous la surface de l'eau. On ne voit simplement à marée haute que les cabanes qui émergent et puis les tonnes de chasse. Ce sont des abris à l'intérieur desquels les chasseurs se mettent pour chasser le gibier d'eau, le canard essentiellement. Nombre de ces abris sont totalement immergés à marée haute. Il faut donc avoir une parfaite connaissance du site pour y accéder. Là, on arrive au village du Saous, qui est l'un des 5 villages de l'île aux oiseaux. C'est assez magique, hein, c'est sûr. On est vraiment dans un lieu qui est un peu hors du temps et qui est vraiment très symbolique, très représentatif de ce qu'est l'authenticité du bassin d'Arcachon. Au milieu du bassin, l'île aux oiseaux forme un îlot de 5 km de circonférence à marée haute, contre 16 km à marée basse. Les villages atypiques qui parsèment l'île sont constitués d'anciennes cabanes de pêcheurs et d'ostréiculteurs. Celle de Mathieu est située dans ce village, appelé l'Îlotte. Le jeune homme doit aujourd'hui y réaliser quelques travaux et cela exige un minimum d'organisation. C'est une vraie logistique, on est obligé de composer avec les marées. Donc on est arrivé au plein mer, on s'est posé et maintenant on a attendu que la marée se retire pour pouvoir venir amener les tuiles jusqu'à terre. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose à la cabane, mais forcément il faut l'amener par bateau, donc en fonction des horaires de marée. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est vraiment un endroit magnifique, donc on ne le regrette pas. Comme la plupart des cabanes de l'île, celle-ci est gérée par la mairie de la Teste-de-Bûche. Mathieu n'en est pas propriétaire. En 2010, il a reçu une autorisation d'occupation temporaire du site et depuis, il s'investit pour sa restauration. Dans cet environnement soumis aux caprices du climat océanique, le travail ne manque pas. Les amis de Mathieu l'accompagnent dans ses travaux depuis le début. Dans quelques années, le jeune homme devra peut-être quitter la cabane et laisser la place à un nouvel occupant. Rien qui puisse entamer sa motivation. Aujourd'hui, j'engage ces travaux parce que je suis titulaire de cette cabane et ça me paraît important de la mettre en valeur. Et quelque part, c'est aussi la confiance qu'on m'accorde. C'est aussi un devoir de faire en sorte qu'elle soit dans un bon état. C'est finalement être un acteur de la mise en valeur et de la préservation du patrimoine et pas simplement un spectateur. C'est pouvoir valoriser un site et puis valoriser une cabane qui est vraiment une pépite.
L'intérieur de la cabane a également été restauré. Nouvelle charpente, nouveaux espaces de vie pour un confort tout relatif. C'est un petit peu compliqué de vivre dans une cabane sur l'île, ça demande de l'organisation. On n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, donc il faut amener l'eau potable, il faut amener la nourriture, il faut amener le bois pour le feu, et tout ça, ça s'anticipe. Mais en même temps, c'est un dépaysement total, donc c'est un vrai plaisir en même temps. Non loin d'ici, se trouve l'un des grands emblèmes du bassin d'Arcachon, les cabanes Tchanké. Mathieu nous y conduit en empruntant les sentiers caractéristiques de l'île. Ce sont des sentiers assez étonnants. En fait, ce sont des coquilles d'huîtres contenues dans des poches qu'ont installées les chasseurs sur l'île pour pouvoir se déplacer au sec quand la marée monte un petit peu et que le sol devient boueux. Les cabanes Tchanké tirent leur nom du mot gascon tchank, qui signifie échasse. À l'origine, elles servaient de poste d'observation pour permettre aux ostréiculteurs de surveiller les parcs à huîtres qui bordent l'île. Aujourd'hui encore, c'est un site privilégié pour admirer l'île aux oiseaux. C'est un milieu isolé, de par son insularité, mais derrière, on retrouve la civilisation qui borne le paysage au loin. On voit la presqu'île du Cap Ferret qui est séparée par un chenal. On a bien l'eau qui passe entre l'île aux oiseaux et la presqu'île. Ce qui fait de cette île, finalement, un milieu très terrestre et pas du tout une île océane. On capte la 3G, on est complètement connecté au monde moderne. Ça, c'est assez saisissant. En face de l'île aux oiseaux, la presqu'île du Cap Ferret abrite d'autres villages caractéristiques de la région, à l'image du village de l'Herbe. Il a été édifié par des ostréiculteurs qui souhaitaient se rapprocher des parcs à huîtres installés le long de la presqu'île. Ces villages témoignent du développement spectaculaire de l'ostréiculture à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque Napoléon III installe ici les premiers parcs impériaux. Aujourd'hui, on compte 315 exploitations ostréicoles sur l'ensemble du bassin, dont une grande partie est installée le long du Cap Ferret. C'est là que nous retrouvons Frédéric Gilbert, notre kayakiste. Grâce à la marée basse, en fait, apparaissent les bancs d'huîtres, c'est-à-dire l'endroit où sont posés ces fameux sacs qui contiennent les huîtres en train de croître. Et donc, elles sont retournées régulièrement par les ostréiculteurs pour éviter que les algues envahissent les casiers. Derrière ces pignottes, il y a chacun à son parc. Dans ces sacs, les huîtres sont élevées pendant 3 ans. Cette activité est l'une des principales ressources du bassin d'Arcachon. Elle emploie près de 700 personnes. Voilà, on voit tous les hommes les dos un peu baissés pour nettoyer les parcs, prendre les... Bonjour. Là, c'est des beaux paysages, mais en fait, c'est des paysages de travail. À l'arrière de ces paysages se dresse un autre emblème de la région. Le phare du Cap Ferret, l'entrée du bassin Arcachon, mérite un phare de cette ampleur, de couleur rouge pour indiquer un danger, puisque les bancs de sable, avec les passes notamment, visible à 22 000 au large, il y met un signal rouge répétitif qui est très repéré et très connu. Il est très important pour la région. Là, on approche bientôt de l'Atlantique et on va rentrer dans une zone maritime où la prudence va s'imposer avec les courants et les vents.
D'une largeur de 3 km, le couloir d'entrée du bassin est réputé pour sa dangerosité. Frédéric doit le traverser pour rejoindre sa destination finale, mais avec la marée montante, l'exercice s'avère extrêmement physique. On aperçoit tout au fond les vagues blanches qui déferlent. Ces vagues blanches signalent la présence des bancs de sable qui marquent l'entrée du bassin. Des bancs qui ne cessent de changer de forme sous l'action des vents et des courants. Ça peut être dangereux. La crainte première, c'est de s'échouer sur un banc de sable. Peu visible à l'œil nu, parce que les bancs de sable, c'est assez mesquin. Ça peut être une lame d'eau qui fait 30 cm. Et il faut avoir le regard aiguisé pour repérer en fait les changements de couleur à la surface de l'eau. Frédéric atteint les passes du bassin d'Arcachon, ces 2 bras de mer qui longent le banc d'Arguin. Cette zone est assez organisée pour que les bateaux puissent vraiment suivre des chenaux et éviter les bancs de sable. Donc là, on est dans une zone de turbulence, là. Petite vague sur le banc de sable, parce que la marée remonte. Donc là, on a une côte de sable un peu exceptionnelle. Et on commence à voir les différentes hauteurs d'eau en fonction des horaires de marée. Là, c'est des lumières, certains appellent ça ici la magie du bassin. Ces lumières vraiment fortes, vives, qui peuvent virer du vert, du gris, du bleu. Le kayak longe le banc d'Arguin, classé réserve naturelle nationale depuis 1972. Une partie du site est une zone de protection intégrale pour préserver la tranquillité des oiseaux qui viennent s'y reposer. Mais le reste du banc d'Arguin est accessible au public. Après 3 jours de navigation, Frédéric a enfin atteint son but. C'est la fin d'un chemin d'eau. C'est un chemin aussi intérieur, finalement, de prendre conscience de la nature qui nous accueille. La nature en Gironde est plutôt généreuse. Entre le sable, l'eau et la forêt, c'est les trois couleurs de la Gironde, ce vert, ce jaune et ce bleu. C'est un lieu qu'on a envie de conserver.